Bienvenue dans ProcessCast France avec Thomas Renaud et Claire Petit. Votre podcast de référence pour des insights clairs et pratiques sur la gestion des processus métiers et les technologies qui transforment notre manière de travailler. Bonjour. Alors, l'innovation en entreprise, c'est un peu comme un jardin finalement. On peut laisser les choses pousser un peu toutes seules, ou alors on décide vraiment de cultiver activement. Et les sources qu'on analyse aujourd'hui, elles montrent bien que cette deuxième option, c'est devenu vital. D'ailleurs, il y a un chiffre de McKinsey qui est assez parlant. Après la crise Covid, 90% des dirigeants pensaient que ça allait changer fondamentalement les choses. Oui. Mais à peine 21% se sentaient vraiment prêts, équipés pour ça. C'est peu. C'est clair que l'innovation, c'est plus juste une option, c'est une nécessité pour rester dans la course, quoi. Oui, tout à fait. Et cette fameuse culture de l'innovation, c'est vrai que ça peut faire un peu slogan, mais en fait, c'est l'ADN d'une boîte. C'est cet ensemble de réflexes, de valeurs, de façons de faire qui poussent naturellement vers la créativité, la prise de risque, mais calculée, hein. Oui, intelligente. Voilà, et la résolution de problèmes. C'est un environnement où les idées, elles peuvent venir de n'importe où. On n'attend pas forcément une instruction pour essayer d'améliorer les choses. Et au cœur de tout ça, il y a cette notion importante de sécurité psychologique. Ah oui. Pouvoir proposer des trucs, se planter, apprendre, sans avoir peur du jugement. C'est vraiment le « comment ça se passe chez nous au jour le jour ». D'accord. Et justement, notre objectif aujourd'hui, en parcourant un peu toutes ces études, ces retours d'expérience, c'est de décortiquer un peu les ingrédients clés pour que cette culture d'innovation puisse vraiment s'épanouir. C'est ça. On va regarder les différents types de cultures, les habitudes importantes, les outils utiles, bien sûr les bénéfices, mais aussi les obstacles. Les pièges à éviter, oui. Alors, commençons par la base. Pourquoi c'est si important aujourd'hui de construire cette culture ? D'un point de vue purement stratégique, les bénéfices sont vraiment multiples, ça ressort bien. C'est un levier évident pour se différencier de la concurrence, pour améliorer l'expérience client, pour optimiser les process. Et puis il y a l'aspect humain, qui n'est pas négligeable. Une culture innovante, ça attire et ça garde les talents. Il y a une étude LinkedIn qui rappelait ça. Presque 70% des employés seraient prêts à s'investir plus s'ils sentaient que leur contribution était mieux reconnue. Ah oui, quand même. C'est énorme. Et puis c'est un moteur de croissance durable, que ce soit via de nouvelles offres ou juste en étant plus efficace. Et ça dépasse même la simple performance économique, j'ai l'impression. Les sources insistent beaucoup sur l'adaptabilité. Dans un monde qui bouge aussi vite, on l'a vu avec la crise sanitaire, Exactement. les entreprises qui ont cette culture, ce sont celles qui arrivent à pivoter plus vite, à réagir, voire à anticiper un peu. C'est tout à fait ça. Elles développent une sorte de résilience. Elles sont pas juste en mode réaction, elles essayent d'avoir un coup d'avance. C'est ça. Et ce qui est intéressant, et que les sources explorent, notamment avec des cadres comme celui de Cameron et Quinn, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne recette. Il y a différents types, différents archétypes de culture d'innovation. Ah, intéressant. Alors regardons ça. Les sources parlent de 4 grands types. Le premier, ce serait la culture clan ou de groupe. C'est ça ? Oui, voilà. Alors celle-là, elle mise tout sur la collaboration, le sentiment d'appartenance, le bien-être collectif. Les décisions sont souvent très inclusives et la sécurité psychologique, c'est vraiment la clé. D'accord. L'erreur, elle est vue comme une opportunité d'apprendre tant que ça ne perturbe pas trop l'harmonie du groupe. Tout est basé sur la confiance, l'empathie. Les processus sont souvent assez informels, en fait. Et le but final ? C'est d'avoir un impact positif, partagé par tous. On peut imaginer ça dans certaines écoles, des ONG, ce genre de structure. D'accord. Et à l'opposé, on aurait la culture hiérarchie ou du chef. Rien que le nom, ça évoque quelque chose de plus rigide, peut-être ? C'est un peu l'idée, oui. Ici, l'innovation, c'est souvent une réaction à une contrainte externe. Une nouvelle loi, le marché qui bouge, un souci opérationnel. Une nécessité, quoi. Voilà, une nécessité. Et c'est clairement le leadership qui pilote et qui contrôle. La priorité, c'est la stabilité, la conformité. On cherche plutôt à éviter le risque. L'organisation est très structurée, les rôles bien définis, les process sont stricts, contrôlés. Le but, c'est de répondre aux exigences, de maintenir l'ordre. On voit ça souvent dans l'industrie classique, les services publics. Je vois. Troisième type, la culture marché ou de performance. Là, j'imagine qu'on est très orienté résultat. Exactement. L'innovation ici, c'était un outil. Un outil pragmatique pour être plus efficace, pour résoudre des problèmes concrets.
C'est très focus sur les objectifs, les chiffres, les résultats mesurables. Et la flexibilité? Il y en a, mais dans l'exécution pour atteindre ces buts. Le risque, il est acceptable, mais seulement s'il est bien calculé et qu'il promet une amélioration qu'on peut voir, qu'on peut toucher. D'accord. La collaboration existe, bien sûr, mais elle est vraiment au service de la performance. Les processus sont structurés, mais ils peuvent s'adapter si ça sert le résultat. Optimiser. C'est le maître mot. On trouve ça beaucoup dans la logistique ou dans pas mal de grandes entreprises, très orientées business. Et pour finir, la 4e, adocratie ou culture du changement. Alors là, ça sonne plus audacieux, disruptif. Carrément. Là, on est dans la culture de l'audace, de la vision, parfois un peu folle, de la transformation profonde. Les objectifs sont hyper ambitieux et on donne beaucoup d'autonomie aux équipes pour y arriver. Et le risque? La tolérance au risque est très très élevée. L'échec, c'est presque une étape normale, un tremplin pour trouver mieux. Ce qui soude les gens, c'est la mission commune, plus que les relations perso. Les processus sont très fluides, on fait, on teste, on ajuste, très vite. L'itération rapide. Voilà. Le but, c'est de créer des ruptures, des solutions radicalement nouvelles. On cite souvent Tesla, SpaceX comme exemple. Ce qui est intéressant avec ces 4 types, c'est qu'il n'y a pas de meilleur modèle en soi. C'est plus une question de contexte, d'alignement, c'est ça? C'est exactement le point essentiel qui ressort. L'efficacité d'une culture, elle dépend de sa cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise, son secteur, sa taille, l'environnement concurrentiel. Bien sûr. Une petite PME dans un marché bien établi n'aura pas les mêmes besoins ni les mêmes moyens qu'une start-up tech qui vise une croissance folle. Logique. Mais quel que soit le type de culture qu'on essaye de mettre en place, il y a un truc qui revient partout, avec une force incroyable dans les sources. C'est le rôle du leadership. Ah oui, ça c'est la clé de voûte. Impossible de passer à côté. La culture, elle se diffuse vraiment depuis le sommet. Il y a une étude qui est mentionnée qui dit que le comportement du manager direct, ça influence jusqu'à 70% de l'engagement d'un employé. C'est énorme. 70%. Donc, les dirigeants, ils doivent pas seulement définir une vision claire où on va et comment l'innovation nous y mène, mais ils doivent aussi la communiquer, la rendre inspirante, montrer comment chacun, à son niveau, contribue à cette vision. Et au-delà de juste dire la vision, il y a cette fameuse sécurité psychologique dont on parlait au début. Les sources insistent vraiment là-dessus. Créer cette espèce où on peut oser. Oser proposer une idée un peu différente, tester un truc, même se tromper, sans avoir peur de se faire taper sur les doigts. L'étude de Google sur les équipes performantes revient souvent d'ailleurs. Oui, elle est très connue. Et elle montre que c'est le facteur numéro 1 de performance d'équipe. C'est ça. Et valoriser ce qu'on apprend d'un échec, c'est aussi important que de fêter un succès. Et ça ne peut pas être juste des mots sur un mur. Les leaders doivent incarner ces valeurs tous les jours. S'ils disent prenez des risques, mais qu'à la moindre erreur ça sanctionne, le message passe pas, c'est clair. Non, ça ne marche pas. Ils doivent montrer l'exemple, être ouverts aux idées qui viennent d'en bas, admettre quand eux-mêmes se trompent, encourager la collaboration sincère. L'authenticité, c'est vraiment clé. Alors, mettons qu'on ait ce leadership qui est vraiment moteur et cette base de sécurité. Comment ça se traduit au quotidien? Les sources parlent de plusieurs habitudes, de composantes essentielles. Une idée forte, c'est la responsabilisation. L'empowerment. Oui, c'est croire vraiment que les bonnes idées peuvent venir de partout et qu'il faut donner aux gens les moyens de les explorer. Ça veut dire quoi concrètement? Reconnaître les initiatives, récompenser la prise de risque et pas seulement le succès final. Important ça. Très important. Et surtout, donner une vraie autonomie, une vraie propriété des projets aux équipes ou aux personnes. Et ça implique de fournir les ressources qui vont avec. Du temps dédié, parfois un petit budget, l'accès aux bons outils, à la bonne techno. Un autre pilier qui ressort très fort, c'est la collaboration. Là-dessus, toutes les sources sont d'accord. Il faut casser les silos. Ah oui, absolument. Encourager très activement les équipes où on mélange les expertises. Marketing, R&D, opérations. Les équipes transverses. Exactement. Utiliser des espaces, qu'ils soient physiques ou virtuels, qui favorisent ces échanges informels. Et cette idée que la diversité des points de vue, des parcours, des expertises, des opinions, c'est un moteur puissant pour l'innovation. Ça amène des solutions plus riches, plus solides. D'ailleurs, c'est lié à un autre point souvent mentionné, recruter pour la diversité, ne pas chercher que des clones. Tout à fait. Éviter le « on recrute ceux qui nous ressemblent ». Et cette collaboration, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'une communication ouverte, transparente. Ça paraît évident, mais apparemment, c'est souvent là que ça coince. C'est essentiel, et souvent plus facile à dire qu'à faire. L'information doit circuler librement. Les objectifs, la stratégie, les succès, mais aussi des galères, les échecs, il faut pouvoir en parler.
Il faut encourager cette culture où poser des questions, même celles qui piquent un peu. Pourquoi on fait comme ça depuis toujours? Et si on essayait autre chose? C'est pas seulement accepter, c'est valoriser. Ne pas avoir peur de challenger. Voilà, mettre en place des boucles de feedback rapides, constructives, et surtout, éviter le spin, le fait de toujours vouloir tout enjoliver quand ça ne va pas. L'honnêteté paie. Ce qui nous amène logiquement à une autre habitude clé, accepter l'échec comme faisant partie du jeu, comme une étape d'apprentissage. Pas simple ça, culturellement. Non, c'est pas facile. Il s'agit vraiment de changer de regard sur l'échec. C'est pas une faute, c'est une donnée, une information précieuse. Il faut analyser les échecs de manière structurée, faire des post-mortem, mais sans chercher de coupable, juste pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire différemment la prochaine fois. Créer un environnement safe to fail, comme on dit. C'est ça. Bien sûr, et les sources le précisent bien, ça ne veut pas dire encourager la négligence ou le manque de rigueur. Non, il faut un équilibre. Il faut trouver le juste équilibre avec la responsabilité et la discipline, mais on apprend plus souvent de ses erreurs que de ses succès faciles. On voit se dessiner un tableau assez cohérent. Un leadership qui montre la voie, la sécurité pour oser, la responsabilisation, la collaboration, la communication franche, l'apprentissage par l'échec. Tout ça, ça repose aussi sur une culture d'apprentissage permanent, j'imagine. Indispensable. L'innovation, ça se nourrit de nouvelles idées, de nouvelles compétences. Les sources comme une enquête de PwC, par exemple, montrent bien que développer les compétences des gens, l'upskilling, ça améliore directement leur capacité à s'adapter et à innover. Comment on fait ça concrètement? Ça peut être des formations, des ateliers, bien sûr, mais ça peut aussi être juste du temps alloué pour explorer, pour faire de la veille, pour tester des choses. Et puis promouvoir cet état d'esprit de croissance, le growth mindset dont on parle beaucoup, notamment chez Microsoft. Oui. Cette idée que nos capacités ne sont pas figées, qu'on peut toujours apprendre, s'améliorer. C'est fondamental pour oser innover. D'autres habitudes ressortent aussi, comme rester très connecté aux clients, utiliser ses retours pour s'améliorer et innover, ou encore la capacité à être agile, à s'adapter vite aux changements. Exactement. Et bien sûr, un point important, reconnaître et récompenser l'innovation. Pas forcément avec de l'argent d'ailleurs. Oui, la reconnaissance publique, offrir de nouvelles opportunités de développement, partager les succès pour inspirer les autres, ça compte énormément. Ça forme un tout cohérent. Et pour que tout ça fonctionne, eh bien, les entreprises qui réussissent, elles mettent en place des outils et des processus concrets pour soutenir ces habitudes. Justement, parlons-en. Les sources donnent pas mal d'exemples. Des espaces physiques dédiés, genre des labs, des hubs d'innovation. Oui. Ou des événements, comme les hackathons, ces marathons créatifs, c'est ça, hein? C'est ça, des moments intenses pour développer rapidement des idées, des prototypes. Et il y a le pendant numérique, bien sûr, des plateformes en ligne pour partager les idées, suivre l'avancement des projets. On cite des outils spécialisés comme Itonix OS, ou même des wikis internes type Confluence. L'idée, c'est de centraliser, de rendre visible l'effort d'innovation. Exactement, et d'avoir un processus d'innovation qui soit clair, connu de tous. De l'idée initiale jusqu'à l'évaluation, et puis si ça passe, à la mise en œuvre. La transparence du processus est important. Les manuels d'innovation, les Innovation Playbooks, sont aussi mentionnés. C'est quoi exactement? C'est une sorte de guide pratique, interne. Ça permet de structurer un peu la démarche, d'aligner tout le monde sur comment on innove ici. D'autres leviers importants, simplifier la paperasse, la bureaucratie. Ah oui, ça peut tuer l'innovation. Ça peut être un vrai frein. Donc, moins d'hiérarchie, des processus de décision plus agiles. Et puis s'ouvrir vers l'extérieur, l'innovation ouverte, l'open innovation. Collaborer avec d'autres acteurs. Oui, des startups, des universités, les clients eux-mêmes, pour aller chercher des idées, des technologies qu'on n'a pas en interne. Et pour stimuler les idées qui viennent des employés, on parle de concours, de défis internes. Oui, il y a plusieurs exemples intéressants. PayPal, qui organise son Pitch Fest annuel, où tout le monde peut venir pitcher son idée. Cisco fait des compétitions similaires, même avec ses partenaires, et il y a des récompenses financières à la clé. D'accord. Novartis aussi utilise ce format de pitch, mais ils insistent beaucoup sur le côté bienveillant, la sécurité psychologique pendant l'événement. C'est une bonne façon de faire remonter les idées du terrain. On a aussi des exemples un peu historiques, comme 3M, qui laissait du temps libre à ses ingénieurs pour des projets perso. L'origine des post-it, oui. C'est ça. Ou plus récemment, Microsoft, avec toute sa culture du growth mindset et ses énormes hackathons. Ou même Doodle, qui insiste sur l'expérimentation et le fait de désapprendre les mauvaises habitudes. Tous ces exemples montrent bien comment ces habitudes et ces outils peuvent prendre forme concrètement. Mais évidemment, c'est pas un chemin tout rose. Les sources identifient aussi pas mal d'obstacles.
J'imagine que le premier qui vient à l'esprit, c'est la résistance au changement, hein. Ah bah oui, c'est un grand classique. La peur de l'inconnu, l'attachement au confort de ce qu'on connaît. Comment on dépasse ça? La clé, c'est vraiment la communication. Expliquer le pourquoi du changement, les bénéfices attendus, et surtout, impliquer les gens le plus tôt possible. La peur de l'échec, on en a déjà parlé, c'est un autre frein majeur. Le manque de ressources aussi, c'est souvent cité. Le temps, le budget. Si l'innovation n'est pas une vraie priorité affichée, avec des moyens dédiés, ça reste un vœu pieux. La pensée en silo, ça aussi, c'est un obstacle récurrent, non? Quand chaque service reste dans son coin. Exactement. L'innovation, elle est souvent à l'intersection des domaines. Donc il faut casser ces murs. La transparence, les équipes mixtes, ça aide. La bureaucratie trop lourde, ça peut aussi étouffer les initiatives. Oui. Et puis, il y a un risque plus profond. C'est celui d'une culture carrément toxique. C'est-à-dire? Un manque de confiance généralisée, une communication qui ne va que dans un sens, des belles valeurs affichées, mais pas du tout respectées dans l'essai. Le double discours. Voilà, le silence imposé, le feedback qui juge et qui détruit. Là, le problème est beaucoup plus grave, il faut s'attaquer aux racines. Souvent, on le détecte via des enquêtes auprès des employés. D'accord. Si on essaie de regarder un peu vers l'avenir, les sources parlent de tendances pour les prochaines années, disons horizon 2025. Qu'est-ce qui se profile? On veut voir le retour sur investissement. Quel impact sur le chiffre d'affaires, sur l'efficacité? L'innovation doit prouver sa valeur ajoutée de manière tangible. Ce qui renforce l'importance de la structure, de l'alignement. D'où l'intérêt des playbooks dont on parlait. Exactement. Et la collaboration reste clé, mais elle doit être orientée vers cet impact mesurable. Tout à fait. Et il semble aussi avoir une tendance vers des actions peut-être plus audacieuses, mais plus ciblées. Moins de saupoudrage sur plein de petits projets et plus de paris importants, transformateurs. En s'aidant de la technologie, oui. Oui, notamment de l'analyse de données, de l'IA, pour aider à prendre des décisions plus éclairées sur où mettre les efforts. Le message sous-jacent, c'est un peu « l'innovation doit livrer des résultats significatifs, sinon elle risque d'être mise de côté ». C'est une perspective exigeante, mais stimulante aussi. Bon, pour essayer de résumer un peu tout ce qu'on a exploré à travers ces différentes sources, on voit bien qu'une culture d'innovation qui marche, qui dure, ça repose sur plusieurs piliers qui sont liés entre eux. Un leadership qui est vraiment engagé et qui le montre, cette base de sécurité psychologique pour oser, une forte incitation à collaborer et à mélanger les points de vue. Le fait de voir l'échec comme une étape normale d'apprentissage, la responsabilisation des équipes, des outils et des processus clairs pour soutenir tout ça. Oui. Et cette orientation de plus en plus forte vers la mesure de l'impact réel. C'est une très bonne synthèse des points clés qui ressortent de tout ça. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, une question qui va un peu plus loin que ce qu'on a directement abordé. Si on accepte de mieux en mieux l'échec comme une étape pour apprendre, quelle serait la prochaine frontière, Blague? Comment une organisation pourrait non seulement tolérer l'échec, mais carrément récolter systématiquement la valeur de ces échecs passés pour, en fait, accélérer radicalement ses succès futurs? Intéressant. Voilà, une petite question pour continuer à y penser. Merci d'avoir écouté ProcessCast France. Cet épisode vous a été présenté par Reflo, la plateforme BPM qui aide les entreprises à documenter, automatiser et optimiser leurs processus grâce à l'IA. Découvrez l'intelligence qui simplifie les processus métiers complexes et accélérer la croissance de votre entreprise avec notre solution de gestion complète. Visitez reflo.com pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode.